Vraiment. Mais véritablement. Pas mal. Vous devez demander à ma femme combien je languissais. Non, quelque chose de. C'est ta femme ou Ma femme. Sa femme l'a repris. Donc, on commence un nouveau cycle qui va nous amener un peu plus loin dans le temps, mais sans perdre contact avec l'actualité, avec notre Tafshin. Et c'est-à-dire qu'à la différence de ce qu'on a fait l'année passée, on ne va pas se concentrer sur les personnages clés de l'histoire moderne, on va se concentrer sur les événements clés de l'histoire juive dans son ensemble, de l'histoire juive peut-être talmudique et post-talmudique et post-Mishnah, du temps de la Mishnah. Aujourd'hui, on va parler de l'époque qui est l'époque de la Mishnah, et puis jusqu'à notre temps, mais ce seront toujours des événements qui ne sont jamais que historiques et qui sont pertinents, qui ont leur portée morale, nationale, éthique et autres, qui nous interpellent encore aujourd'hui, et pas seulement au niveau philosophique, mais au niveau le plus concret. Et ce n'est pas pour rien que je propose de commencer avec la révolte du Bar Kokhba. En 1981, c'est-à-dire il y a à peine 30 ans, un peu plus, à peine 40 ans, il y a un général israélien, l'ex-chef des renseignements armés de Tzahal, le général Yehoshaphat Arkabi. À l'époque, je ne sais pas s'il était professeur. Quand je l'ai vu, il était naturellement pas seulement déjà professeur, mais il était à la tête du département des relations internationales et sciences politiques. Ils se sont partagés les facultés avec Shlomo Avinevi, j'ai oublié lesquelles ils avaient, je crois que c'était les relations internationales. Il était les relations internationales. Il a publié un livre qui s'appelle Au nom de la réalité, Betokef HaMetziut, où il parle de la révolte de Bar Kokhba en tant que syndrome de la maladie du peuple juif. Et il dit que la sortie d'Égypte, c'est ce qui nous a mis, nous, le peuple juif, sur la scène historique. Et la révolte de Bar Kokhba, c'est ce qui nous a fait partir de cette scène. De la scène historique. C'est-à-dire, en d'autres termes, il dit que la révolte de Bar Kokhba, qu'on étudie, dont les héros sont les références ultimes de l'héroïsme, du don de soi, il dit qu'en fait, symptôme d'une maladie nationale qu'il faut éradiquer. Et il appelle naturellement à revenir à ce qu'il
prétend être la tradition juive véritable, qui est celle du réalisme, qui est celle de la prise en compte de la réalité, la tradition véritablement de réel politique, de ceux qui savent toujours prendre en compte, qui savent faire compromis même avec leurs lois, même avec leurs principes. Pourquoi? Parce qu'au nom du principe de Gdushat HaChaim, au nom du principe de ne pas irriter les goïm, au nom des principes de... Aujourd'hui, il ne faut pas cesser de soutenir le UNRWA. Comment on dit ça en français? UNRWA. Peu importe si c'est une déformation fantastique de l'histoire et du statut de réfugié, etc., tant que cela soutient le calme, il faut, eh bien, la tradition juive devrait véritablement soutenir cette position et continuer à jeter des fonds et des millions, des centaines de millions par année pour soutenir à bout de bras, sous respiration artificielle, la formation terroriste de Gaza, du pouvoir de Hamas à Gaza. Bon, j'ai fait ce saut pour dire que la position de Yoshafat Arkabi, ce n'est pas une position par hasard, c'est qu'il dit que véritablement aujourd'hui, pour résoudre notre combat, notre guerre, notre conflit au Moyen-Orient, eh bien, on doit renoncer au mythe de Shimon Bar Kokhba. Un débat véritable s'éveille sur la scène idéologique, culturelle israélienne, où participent beaucoup de personnes, et peut-être l'une des personnes les plus importantes qui répond à Yoshafat Arkabi, comme on en a parlé, c'est le docteur Israël Eldad. Israël Eldad, qui écrit un livre en réponse à ce livre, je peux vous donner un exemple, où il dit que, en gros, ce qui nous fait vivre, ce n'est pas la réelle politique, et ce n'est pas uniquement la prise en compte de la réalité, mais avant tout, c'est les idéaux et les principes qui façonnent cette réalité et qui doivent façonner cette réalité. Vous pouvez faire passer, bon, c'est un peu fragile, bon, ça c'est autre chose, je vais vous dire ce que c'est. Attention, oui, je veux dire. Bon. Bon, maintenant, avant de voir plus les réponses qui ont été données à Yoshafat Arkabi, il faut tout d'abord affronter sa thèse. Effectivement, il faut dire, il a dit que la révolte suite à la révolte de Bar Kokhba, nous avons quitté la scène de l'histoire mondiale. C'est assez difficile à contredire. La dernière révolte après laquelle nous avons renoncé véritablement à la reconquête proche de l'indépendance, c'était la révolte de Bar Kokhba. Après la révolte de Bar Kokhba, il y a eu encore quelques petites révoltes à Tzipor, etc., mais ça n'approchait pas de la révolte de Bar Kokhba, où on va voir les données, etc. Et ce qui s'est passé pendant cette révolte, c'était ce qu'il y a de plus proche de la Shoah.
C'était ce qu'il y a de plus proche de la joie. Vous lisez les historiens romains, Dion Cassius, il parle de chiffres de 985 localités qui ont été détruites. Des centaines de forteresses, de villes. Et c'est des chiffres, j'oublie chaque fois des chiffres tellement sidérants. Des chiffres qui dépassent des millions de morts. Et les sages qui parlent que lorsque la capitale de la révolte, Beitar, a été conquise, eh bien, le sang abreuvait pas seulement tous les environs, mais le chevaux allait dans le sang jusqu'à la tête. Vous comprenez? C'est-à-dire, sa vigne qui était d'une envergure comme la distance qui sépare Tibériade de Tipori. C'est quand même quelques dizaines de kilomètres. Vous voyez, c'est-à-dire, on dit c'est la quatrième bracha du Birket Amazon, à Tova Metiv. C'est sur l'ensevelissement des Métei Beitar. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ce qu'on va dire bientôt, en Rosh Hashanah, Yom Kippour, les Aseret Harugim Malchut, Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Sadiot, etc., c'est sûr, ça s'est passé après la révolte ou la défaite de la révolte de Beitar. Le professeur général, etc., avait dit, écoutez, à considérer les faits, vous avez raison. Vous avez raison. On a dit au revoir pour 1800 ans à toute activité politique sur la scène internationale après la défaite de la révolte de Bar Kokhba. Vous voyez? Pour 1800 ans. Peut-être que si on avait su attendre peut-être le départ de Hadrien, accéder à quelques-unes de ces, supporter un temple païen à Jérusalem, bon, ça aurait été à la place du Beit Hamikdash. Se retenir un peu de l'étude de la Torah, de Brit Mila, etc., etc. Peut-être, ouais. Mais ça, je voudrais laisser peut-être à la fin pour le débat, pour le débat qu'on voudrait mener. Mais en tous les cas, je voudrais avant cela présenter quelques faits. Présenter quelques faits qui sont très intéressants. Qui sont très intéressants. Quand est-ce que tout d'abord la révolte s'est passée? 132-135 de l'ère vulgaire. C'est-à-dire un peu plus de 60 ans après la grande révolte contre les Romains, la destruction du Second Temple. Qui était à la tête de la révolte? Simon Bar Kokhba. Vous connaissez la révolte? Il y a eu quand même beaucoup de révoltes. De révoltes positives, il y a fait, maintenant de révoltes positives, de révoltes qui ont été soutenues par les sages, comme Rabbi Akiva. Est-ce que vous connaissez véritablement
beaucoup de révoltes. Il y a beaucoup de révoltes. Par exemple, entre l'entrée de Pompée à Jérusalem, 60 ans et quelques avant l'ère vulgaire, et la révolte de Tsippor, il y a eu 10 révoltes. 10 grandes révoltes du peuple juif contre les Romains. Maintenant, si on rajoute la révolte de Hanouka, etc., est-ce que vous connaissez beaucoup de révoltes qui portent le nom de leur commandant? Non, il n'y en a pas. Qui? Je n'entends pas. Qui? Les Maccabim. Les Maccabim, c'est combien? Vous comprenez, c'est toute une famille. Effectivement, c'est toute une famille. Alors ça approche, vous vous dites, ok, mais c'est pas une personne. Et la révolte des Maccabim était victorieuse ou non? Oui. Elle était victorieuse. La grande révolte, elle porte le nom de quelqu'un? Non. La mère de Tsippor porte le nom de quelqu'un? La révolte des diasporas, 117 de l'ère vulgaire, porte le nom de quelqu'un? Non. Etc. Le pulmus, la polémique de Vérus, avant cela, elle porte le nom de quelqu'un avant la grande révolte? Non. Il y a énormément. Vérus, c'est un nom, c'est pas un juif. Maintenant, on voit, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire quelque chose qu'il y a ici une révolte qui porte le nom d'une personne unique? Qu'est-ce que ça veut dire? Mazomé. Alors que la grande révolte, lors de la destruction du temple, ne porte le nom de personne. Qu'est-ce que ça signifie, à votre sens? Ça portait l'espoir du peuple. C'était vraiment un grand espoir. Ça portait, mais chaque fois, il y avait espoir. Chaque fois, il y avait espoir. Pourquoi est-ce que c'est quelle relation il y a entre espoir et... Il y a Rabbi Akiva. Oh, il a fait l'Agmara, le Talmud Babli, il parle de Malchut de 2 ans et demi, de Sanhedrin, de Malchut de Bar Kokhba. Le Rabbi Akiva dit Darach Kochav Yaakov Nasi, il l'appelle Nasi. C'est-à-dire, ça ne fait qu'ajouter à son titre. Donc, vous comprenez? On voit que, véritablement, c'est pratiquement la seule révolte où il n'y a pas d'opposition, où il n'y a pas de fraction divergente, rivale, qui se font la guerre parallèlement à la guerre qu'ils livrent aux Romains ou aux autres occupants byzantins, etc. C'est-à-dire le simple nom accordé à ce mouvement révèle l'état de la nation qui se révoltait. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, quelle était la position des Chachamim vis-à-vis de cette révolte? Quelle était la position des Chachamim vis-à-vis de Bar Kokhba? Quelle était la position de Rabbi Akiva? Qui l'a combattu? Qui? Non, à cette époque, il n'y avait plus de fraction. On n'entend plus parler de la fraction de Elazar, de Migouch Khalab, de Yochanan de Gouch Khalab. Il n'y a plus de fraction. À cette époque, il y a les Koutim, les Samaritains, oui, mais ça, c'est pas le peuple juif. C'est d'ailleurs, ils ont un rôle prépondérant dans la défaite de cette révolte. Mais ça, c'est une autre question. Je le garde ici pas pour voir ce qui m'appelle, pour montrer quelque chose, en fait, que j'ai photographié, etc. Maintenant, la seule personne, lorsque Rabbi Akiva, dans Masechet Ta'anit du Talmud Yerushalmi, appelle Bar Kokhba Nasi, bien, la seule personne à lui faire face, c'est un Chacham du nom de Yochanan ben Torta, ou ben Torata, qui n'apparaît dans toute la Gemara que 4 fois. Que 4 fois, qui n'est pas un sage central. Lorsqu'on parle de la vache de Shabbat,
et du goy qui s'est converti, de la vache qui refusait. Vous connaissez l'histoire? L'histoire il y a une vache qu'un juif a vendue à un goy et cette vache a refusé de travailler le Shabbat jusqu'à ce que le juif lui vienne souffler à l'oreille. Écoute, je m'excuse, je t'ai vendu à un goy, et elle a commencé à labourer le Shabbat. Eh bien, ça a fait un tel effet sur le goy qui a acheté cette vache qui s'est converti et il est devenu le Yochanan ben Torta. Torta, c'est vache. Maintenant, je veux chas ve shalom, pas le dire. Mais ce que je cite, ce que je dis maintenant, s'il y a le rab il dit, écoutez, quand même, pour tenir tête à Rabbi Akiva, bon, il y a des autorités, mais ce n'est pas la plus grande autorité. Maintenant, bien sûr, il y avait une certaine opposition, on le trouve ensuite dans le Talmud, dans le Yerushalmi et dans le Babli Besed, mais quand même, Rabbi Akiva, avec lui, la majorité des sages qui soutenaient, comme on le sait, parce que s'il faut citer Rabbi Yochanan ben Torta qui s'oppose à lui, ça veut dire que les autres grands, ils ne s'opposaient pas. Yochanan ben Tradion, qui s'y s'opposait, eh bien on l'aurait dit. Yosef ben Kisma, on l'aurait dit peut-être, j'imagine. Mais on ne cite pas leur nom, ça veut dire que... Non. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait Ben Kozita après? Non, toujours. 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 Il ne figure pas dans l'Agma sous le nom de Bar Korba. Ben Koziba. C'est plus tard qu'il est appelé Bar Korba. C'est plus tard. Non, il appelé toujours Ben Koziba. Maintenant, c'est une révolte pour contenir la grande révolte de 66-70. Le Romain a dû mobiliser 4 légions. Pour vaincre Bar Korba, ils ont dû amener en Eretz Israël le tiers de leur armée. Le tiers de leur contingent. Avec un général, Severus, qui est venu de ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. C'est une révolte qui était victorieuse pendant environ 2 ans et demi. Avec des pièces de monnaie. Là, ça, on en a une à la maison. Vous pouvez voir. Hein, sans voir toutes les autres photos, parce que, comme disent les enfants, Khadrak. Vous savez ce que c'est Khadrak? Hein, Kherem de Rabbeinu Gershon. Al tichadreg. C'est Kitso. Voilà, vous pouvez voir. Ça, c'est. On a reçu pour notre mariage. Vous l'amenez, enfin, dis-moi, prends une photo. C'est une monnaie, et il y a des milliers de monnaies comme ça qui ont été découvertes. Où ça? En Judée. Essentiellement en Judée. Essentiellement en Judée, au nord, Hébron, etc., en mer Morte, compagnie. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose. Ceux qui n'ont pas, ceux à qui le téléphone n'arrive pas, eh bien, vous pouvez voir ces monnaies ici. Et puis, vous pouvez voir encore autre chose. Ce qu'il y a en bas, une clé. Et vous pouvez voir encore autre chose. Ici, c'est des souterrains. C'est une révolte, une guerre qui a été préparée pendant des années, avec des centaines et des centaines de cavernes souterraines, avec des trous pour que l'air, pour que la lumière passe, qui ont été creusés dans toute la Judée. Maintenant, on trouve même en Galilée, même en Samarie, en Binyamin et sur la mer Morte. La terre a été labourée. Et ce n'est pas des petites cavernes pour se cacher, c'est avec des provisions, avec des munitions. Les Juifs fabriquaient des armes
qui était défaillante pour que les Romains les regardent et les redonnent aux Juifs et pour qu'elles puissent ensuite être utilisées dans la révolte. Et toutes ces armes ont été cachées maintenant. Ce que j'ai fait passer à gauche ici, ce que j'ai fait passer à droite, c'est une image d'un tel tunnel. Un tel tunnel qui est à 2 pas de là où on habite, mais El Aroub. El Aroub. Lorsque vous passez le Tzom à gauche, c'est-à-dire le carrefour de Gush Etzion, vous continuez quelques centaines de mètres sur votre gauche, vous voyez le village là-bas, de El Aroub, etc. Eh bien, quand vous entrez dedans, vous avez là-bas des cavernes, des tunnels de l'époque de Bar Korba, des dizaines et des dizaines de mètres. Et vous entrez. Pardon? Oui, bien sûr, vous pouvez rentrer. Maintenant, ce que j'ai fait passer à gauche, vous avez en bas l'image d'une clé de l'époque. Une clé environ de cette grandeur en bois. C'est-à-dire que les gens emportaient pas seulement des provisions, pas seulement des armes, emportaient les clés de leur maison, ce qui signifie quoi? L'intention de revenir, c'est-à-dire que je n'ai pas abandonné. Ce n'est pas une révolte désespérée, ce n'est pas une révolte où tout est perdu, eh bien je renonce à tout, c'est une Messirut Nefesh, Mavet al Kiddush Hashem. Non, je prends avec moi mes armes, mon pain, mon miel, mon sel et la clé de ma maison pour y revenir. Je prends avec moi des monnaies. Je prends avec moi des étrogim. Je prends avec moi des loulavim. Le fameux papyrus 57 qui a été découvert dans la caverne Mourbat, carré, au Nachal Chever. Il y a un yishuv, Pnei Chever, à côté de Kiryat Arba. Eh bien, là-bas, on a découvert dans une caverne un papyrus sur lequel le commandant Bar Korba écrit à ses commandants une commande, je veux tant et tant de Lulavim, tant et tant de Etrogim, etc., etc. Et on trouve d'autres lettres qui ont été découvertes par Yigal Yadin, où il dit, on voit que on a affaire à une personne, Yirat Shamayim, Shomer Shabbat, Shomer Chagim, Shomer Masoret. Pardon? Non, c'est bon? Ok. Yofi, Yofi. Donc, vous voyez, juste prenez garde à faire revenir ces choses ici. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une pendant la révolte, les premiers mois et même les premières années de la révolte, les Romains se replient. Il y a toute une légion qui est anéantie complètement. La 22e légion romaine est anéantie. Maintenant, pourquoi est-ce que... Et c'est une révolte qui occupe toute la Judée. Visiblement, Jérusalem est libérée. Des monnaies sont imprimées. L'Agmara, comme je l'ai dit, parle du royaume de Bar Korba. Le peuple est uni. Il y a union entre la force politique, le pouvoir politique et militaire et le pouvoir spirituel des sages, chose assez rare. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a effectivement presque tous les atouts pour obtenir la victoire. Donc pourquoi est-ce que commençait la révolte? Pourquoi commencer la révolte? Parce que à Rome règne un empereur très intéressant. Vous pouvez voir, j'étais il y a quelques mois à un camp juif à Athènes. C'est très intéressant. Vous pouvez voir, vous pouvez faire partie, c'est une petite carte sur le centre historique
de l'Athènes antique, où vous voyez l'arche d'Adrien. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit là? Il est écrit, qu'est-ce qui est écrit sur cette arche? Vous pouvez le voir. Une chose très intéressante. Adieu, ou quelque chose comme ça. Adieu à l'Athènes de Thésée, qui est fondateur de la ville en tant que telle, et tournez-vous vers l'Athènes d'Adrien. C'est-à-dire qu'à Athènes, en Grèce, Adrien est perçu comme le grand bâtisseur. Du temple de Zeus, comment on dit ça en français? Zeus, de la grande bibliothèque d'Athènes, une bibliothèque avec des centaines de milliers d'ouvrages, une bibliothèque énorme, énorme. Donc on voit que c'est une personne, que ce Adrien est une personne très éduquée, est une personne très cultivée, est une personne qui se voit comme le bâtisseur, comme quelqu'un qui est responsable de répandre la culture grecque, helléniste, polythéiste, païenne, avec ses sciences, avec la philosophie, avec l'astronomie et avec tout ce qui est associé au monde, au cosmopolitisme. Grec, c'est pas juste de l'appeler grec, parce qu'à l'époque, c'est déjà c'est une culture qui a son centre en Alexandrie avec la bibliothèque, et c'est une personne qui veut arriver à Jérusalem et qui veut rebâtir Jérusalem. Rebâtir Jérusalem, c'est très joli, c'est très sympathique, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'il veut faire de Jérusalem une ville comme doit être une ville grecque, une polis, avec au centre un temple consacré à 2 voire 3 personnes. Il y en a 2 qui sont connus. C'est le dieu païen Jupiter. Il y en a un autre qui est moins connu, qui est son amant, homme, de Hadrien, qui a eu le malheur d'être dévoré par les crocodiles dans le Nil. Alors c'est un terrible malheur familial pour Hadrien, et il quitte Alexandrie et il veut véritablement éterniser, perpétuer le nom, je ne sais pas comment dire, de son bien-aimé par le temple qu'il va construire à Jérusalem. Il faut savoir qu'à l'époque, ce genre de relation, c'était normal. Au contraire, c'était symptomatique de la haute noblesse, de l'aristocratie, de la philosophie, des gens éduqués. Nous sommes autosuffisants, nous n'avons pas besoin d'être complétés par
quelqu'un qui ne nous ressemble pas, le féminin, le masculin, etc. Non, ça, c'est ce sont des choses-là. Maintenant, il y a une chose qui dit aussi que avant la révolte, il a interdit la circoncision. Il faut savoir qu'à Rome, la circoncision était assimilée à la castration et que chaque fois, c'était un privilège pour les Juifs d'être, comment dire, de conserver le droit à faire la circoncision alors que c'était interdit à tous les autres peuples, à toutes les autres ethnies, nations, etc. Eh bien, lui, naturellement, cela ne lui plaît pas. Et il interdit cela. Maintenant, il y a d'autres raisons qui peuvent être mentionnées pour le début de la révolte. Bon, je l'ai dit, le temple païen, la volonté de transformer Jérusalem en ville païenne, de la renommer Aelia Capitolina, du nom de Jupiter et d'Adrien lui-même. Il y avait aussi des raisons économiques, etc., etc. Bon. Il y avait aussi une autre raison qu'amène le Rav Zev Sultanovich. À l'époque, on n'avait qu'une tradition au sujet de la galoute. Combien la première galoute a duré? Le premier exil de Babylone, combien elle a duré? 70 ans. 70 ans. On arrive bientôt à 70 ans. L'autre galoute, la galoute à laquelle on a été habitué, c'est une galoute qui ne dépasse pas 70 ans. Et c'est pour ça qu'après de très très longues préparations, tant au niveau militaire qu'au niveau de Yavne, pendant 60 ans, la yeshiva, le Rabbi Yochanan ben Zakkai et de ses continuateurs continuent à agir et à unir le peuple de Yavne, à partir de Yavne, de la yeshiva de Yavne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, on a affaire à un peuple, encore une fois, beaucoup plus uni. Maintenant, peut-être que c'est suffisant pour déclencher la révolte. Et maintenant, avant de passer à notre époque, de revenir à notre époque, je voudrais vous poser la question. Peut-être que finalement, ils n'ont pas tenu en compte toutes les données, toutes les variables. Peut-être que cela a été une erreur, malgré tout ce qu'on a dit, malgré toutes les raisons, malgré l'interdit sur l'étude de la Torah, sur la circoncision, la volonté de ce sacrilège de transformer Jérusalem en ville païenne. Peut-être qu'on a été emporté par un élan nationaliste injustifié, somme toute. Pour preuve, le résultat, la quasi-Shoah par laquelle on a été atteint. D'un autre côté, on peut s'appuyer sur Rabbi Akiva, sur Bar Korba, Bar Daroma, appelé parfois, sur tous les sages qui continuent à nous servir d'étalons et de sources d'inspiration jusqu'à nos jours. Les noms des 10 Harugei Malkout, ce sont les noms pratiquement les sages des plus célèbres. Imaginez, 1800 ans après, quel peuple se rappelle de ces sages? Pas seulement se rappelle de ces sages avec des statues, etc. Non, vit leur Torah. Les prend pour exemple. Vous comprenez? Lorsqu'ensuite, pendant les croisades, les Juifs préfèrent être brûlés dans les synagogues que
les Ishtamed acceptaient le christianisme, eh bien, ils le faisaient au nom de la tradition de Rabbi Akiva et des Aseret Harogei Malchut. Vous comprenez, c'est une tradition d'hypothèse, et peut-être que c'est une tradition, comme dit Yehoshaphat Arkad, qui n'est pas justifiée. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Vous comprenez, comment est-ce qu'on a eu l'audace, la chutzpah, de vouloir tenir tête, pratiquement seul, face à un empire pour lequel la Méditerranée est devenue un lac, une mer privée. Tout le Proche, le Moyen-Orient, jusqu'en Bretagne, jusqu'en Grande-Bretagne, vous comprenez? Qui régnait pratiquement sur tout le monde connu à l'époque. Quel culot, quel chutzpah. Vous comprenez? C'est pas facile. C'est pas facile. Allez soutenir une justice. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que Yehoshaphat Arkad, il a raison. Niveau pratique. Oui, mais peut-être que sans ces comportements, on n'existait plus du tout. Dans quel sens? Dans le sens que on serait éliminé comme tous les autres peuples. Le peuple juif par son acharnement, il n'a jamais voulu céder. C'était ses principes qui étaient surtout. C'est-à-dire le peuple juif, il est prêt à sacrifier son statut politique, territorial, au nom de ses principes. Au nom de ses principes, et c'est ce qui lui donne vie. Donc, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il faut qu'il y ait des débats quand même. On ne peut pas tous être d'accord, surtout dès le début. De toute façon, la situation historique était telle que de toute façon, ils disparaissaient. S'ils sauraient voter, c'est qu'on est arrivé à une situation telle qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. S'il n'y avait plus de Brit Mila, si on n'avait plus le droit d'étudier la Torah, si on n'avait plus de temps, on n'avait plus rien, on n'avait plus d'identité culturelle, plus rien du tout, le peuple aurait disparu de toute façon. Là, c'était la dernière extrémité. À peine quelques années après Adrien, arrive à Rome au pouvoir l'empereur Antoninus Pius, qui annule tous ses décrets et qui devient le meilleur ami des Juifs, protecteur des Juifs, qui dit n'importunez pas les Juifs, ce sont mes amis. Pardon? Antoninus Pius. Pardon? Antonin. Il a peut-être été impressionné par leur c'est Bédiavad, tout ça c'est Bédiavad. A posteriori, il y a eu Antonin. À cette époque, on ne pouvait pas savoir. C'est comme avec Hitler. Il y a Hitler, et après, il y aura la République allemande démocratique. Et alors, on ne fait pas d'histoire comme ça. Je veux dire, juge choisi avec le fait que la guerre est perdue. Et qui prouve que la guerre est réelle. C'est-à-dire, il y a fait. Ce que vous dites, que qui prouve le fait que la défaite ne prouve en rien qu'elle était inévitable. Le fait qu'il y a eu une issue à cette affaire, ça ne veut pas dire que cette issue était inévitable. On a eu l'exemple républicain. La puissance américaine s'est écrasée devant le Vietcong. Par exemple, on a beaucoup d'exemples. C'est-à-dire que tu ne peux pas délégitimer le début en s'appuyant sur la fin. Bon. Il y a encore quelques idées, quelques interventions. Parce que là, il faut... Pardon? Non. Parce que là, il faut voir effectivement qu'à cette époque déjà, l'Empire romain, ce n'était pas l'Empire de César. Ce n'était pas un empire conquérant. C'était un empire sur la défensive. C'était un empire qui a tellement étendu ses frontières qu'il avait à peine suffisamment de légions pour maintenir ses frontières intactes. Ils s'en défendaient ici contre les Parthes, ici contre les Nabatéens, ici contre les Berbères, et là contre les tribus germaniques, et là-bas
les tribus, etc. Gauloises, oui. Gauloises. Vous comprenez? Oui. Oui, oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, maintenant, l'armée, oui, d'ailleurs. Oui, oui. Sur Israël, de l'entrée de protectorat, il y avait d'abord l'entrée de Pompée en 64, si je ne me trompe pas, avant l'ère vulgaire, et ensuite eh bien jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à la fin, oui, il y a ensuite la séparation de l'Empire romain en deux, et puis c'est la Byzance qui est devenue maîtresse en Eretz Israël, mais c'était l'Empire romain de l'Est, simplement, oui, d'Orient. Maintenant, l'Empire romain, l'Empire demain, déjà, pas parce que j'allais tomber en miettes, mais ses principes fondateurs s'affaiblissaient. L'armée et les légions qui n'étaient formées que par des citoyens romains libres commençaient à accepter de plus en plus de mercenaires. L'assimilation des légionnaires romains libérés qui obtenaient leurs parcelles de terrain sur les territoires de l'Empire, eh bien, ils commençaient à s'intermarier avec des populations locales. La centralisation de l'Empire, où tout devait venir à Rome et partir de Rome, eh bien, n'avait plus lieu. L'Empire était décentralisé avec plusieurs centres alternatifs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, etc., ou que ce soit en Europe, parce que c'était intenable, c'est trop fort. Bien. Il y avait bien entendu beaucoup de routes, d'ailleurs la plupart construites en Eretz Israël par Hadrien dans les années 120 du IIe siècle, mais quand même cela ne suffisait pas pour maintenir le centralisme. Et il y avait beaucoup de révoltes. Les Parthes, c'est comme ça qu'on dit en français, les Parthes sont réguliers, il y avait des guerres régulières entre les Romains et les Parthes. Et beaucoup de régions avaient déjà un semblant de statut d'autonomie. C'est-à-dire, si on définit comme victoire, la question est qu'est-ce qu'on définit comme victoire dans cette révolte? Si on définit comme victoire la défaite de l'Empire romain, alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de chance. Si on définit comme victoire la reconquête totale de l'indépendance, politique, spirituelle, économique, à tous les niveaux, il n'y avait pas beaucoup de chance. Mais si on définit comme victoire les premières victoires des Maccabées, où il y a encore un pouvoir grec, où c'est le Séleucide qui est maintenu ici, mais avec une autonomie spirituelle totale du peuple juif, une telle victoire était à portée de main. Elle était concevable. On pouvait projeter que le peuple juif, après quelques victoires consécutives sur les Romains, arrive à la table des négociations, comme c'était le cas avec les Grecs, avec les Séleucides, à la table des négociations, et puis, comme Lysias a accordé à Yehuda la liberté de foi spirituelle, etc., obtenir la même chose des Romains. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout dépend de la manière dont on définit la victoire. Maintenant, même une telle victoire n'a pas été obtenue. Est-ce que ça veut dire que pour autant, si une telle victoire n'a pas été obtenue, est-ce que cela veut dire que c'est une défaite dont on a fait le frais pendant près de 2 millénaires
Et c'est exactement le temps qui nous a pris de nous remettre de ce quasi-suicide national. Ou bien, est-ce que, comme vous l'avez dit, à l'époque, c'était une défaite, mais véritablement, c'était une victoire à retardement, avec un retardement de 1800 ans. C'est pas facile, c'est très intéressant. Même aujourd'hui, en Israël, il n'y a pas consensus à ce sujet. Il y a des yeshivot, sioniyot, tu parles des yeshivot sioniyot, où vous parlez de Bar Kokhba, il est très mal vu. Il est très mal vu. J'étais surpris. Et il y a d'autres yeshivot, au contraire, ou d'autres mouvements, comme Jabotinsky. Mouvement Beitar, pourquoi est-ce qu'il appelait ce mouvement Beitar au nom de la révolte de Bar Kokhba? Vous comprenez? Ou le mouvement Bnei Akiva, pourquoi est-ce qu'il a appelé le mouvement Bnei Akiva au nom de qui? Bnei Akiva. Vous comprenez? Ou la première force de défense juive en Eretz Israël, comment est-ce qu'elle était appelée? Pas les Guidonites. Il y avait, non, c'était Bar Giora. Bar Giora, mais ça aussi, Bar Giora, il n'y avait pas Bar Kokhba. Mais effectivement, il y avait énormément de clubs sportifs juifs qui étaient appelés Bar Kokhba. Par toute l'Europe, tous les clubs sionistes, etc. Et je voudrais ajouter un autre élément à ce qu'on est en train de dire. Fin des années 20, en Eretz Israël, 20e siècle, il y a ce qu'on appelle les émeutes autour du Kotel. Autour du Kotel, avec des manifestations juives, avec les Arabes et le Moufti qui prétend que le peuple, c'est l'arrière-cour du mont du Temple, c'est là qu'a été attaché El Bourak, etc., etc. Donc, véritablement, ils font une faveur aux Juifs qui nous laissent prier là-bas, et évidemment, ça appartient aux musulmans. Les Anglais nomment une commission, la commission Shaw, qui veut définir à qui, finalement, appartient le Kotel. Qui a le plus de droits sur le Kotel. Et le Rav Kook apparaît devant cette commission. Et qu'est-ce qu'il dit? En réponse à cette lettre quasi diffamatoire du Moufti, etc., il dit, écoutez, chez les Juifs, il y a un principe. Il y a un principe. Si quelque chose t'a été pris par la force et que tu n'as jamais renoncé à reconquérir cette chose, eh bien, de droit, cette chose t'appartient. C'est-à-dire que le fait d'avoir été spolié, privé, ne change rien à son statut et continue à appartenir au peuple juif. Pourquoi? Parce que on n'a jamais accès au fait d'avoir été privé de cette terre. Et qui est le premier à avoir dit un non tonitruant à cette privation, à cette conquête de notre terre par les goïms, le premier ou le dernier, peu importe, le plus grand, c'est Bar Kokhba et Rabbi Akiva. C'est eux qui ont fait que nous avons quitté cette terre, tué et vendu en esclavage par les Romains, et pas comme un peuple
qui a préféré conclure un accord avec les puissances du lieu et continuer à vivre au niveau politique, au niveau économique, mais en ayant renoncé à ses droits. À l'époque, les Samaritains étaient environ 1,5 million. Combien les Samaritains sont-ils aujourd'hui? 300. Combien? 300. 300, 700. Il y a Roulon, il y a là-bas vers Arbrafa, Al-Rizi. Ils sont exotiques. Ils sont une pièce de musée. Ils sont une pièce de musée. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré, comment dire, composer. Ils ont préféré composer. Ces principes ont véritablement épine vitale, son épine cérébrale, et prouvant par son comportement que ce qui fait vivre le peuple, ce n'est pas seulement ses paysages, ce n'est pas seulement son blé et son PIB ou PNB, c'est avant tout des principes auxquels il n'est pas prêt à renoncer. C'est des valeurs auxquelles il n'est pas prêt à renoncer. Si tu n'es pas prêt à renoncer à tes valeurs, eh bien, un jour ou l'autre, elles vont se réaliser à nouveau dans la réalité. Et c'est pour cela que, on a dit qu'on allait revenir vers Dr Israël Eldad. Rabbi Akiva et Bar Korba, ils savaient ce qui était essentiel. Et je pense que Rabbi Akiva même beaucoup plus que Bar Korba. Pourquoi? Parce que pour finir, Bar Korba, il a commencé à composer avec les Samaritains. Et il a commencé véritablement à avoir quelques doutes. Il n'a pas fait de Kadosh Baruch Hu un acteur essentiel dans cette révolte. Les sages l'accusent de lui avoir dit, écoute, n'aide pas et ne dérange pas. Si tu laisses Akadosh Baruch Hu de côté, eh bien, même ton unité, elle va être finalement éphémère. Et pour finir, comme la raconte le Talmud, eh bien, c'est lui qui a causé la mort du Rav Elazar Hamodaï. Elazar Hamodaï, dont les prières et dont véritablement la sagesse soutenaient les forces de Bar Korba et la révolte. À un autre niveau, on peut parler d'un autre exemple. L'exemple des Maccabim. On pourrait dire exactement la même chose sur la révolte de Hanouka. Vous n'avez aucune chance de combattre et vaincre les Séleucides, les hellénistes. Vous n'avez aucune chance. Et pourtant, après 4 victoires consécutives, on libère le temple, on libère Jérusalem. Et ensuite, après 4 autres victoires, on reconquiert pas seulement une autonomie spirituelle éphémère, mais indépendance politique véritable.
Qui aurait pu y croire? D'autant plus que la guerre commence pas comme une guerre entre juifs et grecs, mais une guerre entre juifs chassidim, maccabim et juifs hellénisants, et tiavnim. Et cette capacité de transformer une guerre fratricide en guerre unificatrice des Juifs contre leur ennemi, eh bien, cette faculté qui manquait de manière très qualité n'était pas encore totalement réacquise pendant la révolte de Bar Kokhba. Donc on le sait des 24 000 étudiants de Rabbi Akiva, sur lesquels la Gemara nous dit qu'ils ne se respectaient pas entièrement, qu'ils ne se respectaient pas totalement. Le Rav Shira Gaon, il dit qu'ils sont morts où? Dans le Shmad. Qu'est-ce qui est appelé Shmad? La défaite de la révolte de Bar Kokhba. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore une telle unité qui aurait permis la victoire pendant cette révolte. Et ce n'est pas pour rien que c'est Dafka Rabbi Akiva qui dit V'ahavta l'eracha kamocha, zeu klal gadol b'Torah. C'est lui qui choisit. Pourquoi? Parce qu'il voit la valeur, pas seulement romantique, mais pas seulement sociale, religieuse, etc., stratégique de cet atout d'unité et d'amour entre le peuple, dans le peuple, au sein du peuple. On dit aussi qu'ils sont morts parce que tout simplement à la guerre. Hein. À la guerre, oui, oui, bien sûr. Ils sont morts à la guerre. Ils sont morts à la guerre. Maintenant, une chose qui est encore pas moins intéressante, c'est le débat qui peut éveiller une polémique sur quelque chose qui date de 1800 ans dans l'Israël de la fin du XXe, début du XXIe siècle. Les Minyanim. C'est intéressant. Les Minyanim, de la vue guerre, 20e, 21e siècle. Mais vous comprenez que tant d'encre s'écoule sur quelque chose. Je ne sais pas. Prenez quelque chose de beaucoup plus proche, je ne sais pas, la révolte de Cromwell, la Révolution française, Garibaldi, etc. Ça n'intéresse que les historiens. Ça n'intéresse pratiquement plus personne au sein du peuple. Je ne parle pas des Carolingiens, de Vercingétorix, etc. C'est de l'Antiquité. Capétiens, etc. Qui s'intéresse? Les gens n'ont plus entendu parler. Des dynasties romaines, des dynasties... Parler, débattre des dilemmes de 1800 ans comme des dilemmes actuels. Vous comprenez? En Israël. Parce qu'on est toujours dans la même situation. Vous comprenez pourquoi? Parce que véritablement, tu comprends, à quel niveau notre histoire n'est pas une histoire. Notre histoire est une histoire qui est vécue au quotidien véritablement. Est une histoire dont les tenants et les aboutissants, dont les débats éthiques sont d'une pertinence criante jusqu'à nos jours. Dans quelle mesure, on va voir d'autres, on va parler d'Espagne, on va parler des débats, mais qui soutenir dans la guerre, dans les guerres napoléoniennes, le tsar, Napoléon, des choses. Et on voit l'actualité de ces débats. Vous lisez ces débats, et ils sont d'une pertinence invraisemblable. Et aujourd'hui, la
la pertinence de ce débat, eh bien, elle se révèle par le fait que dans quelle mesure on doit composer avec une réalité, si cette réalité exige de faire plus que quelques compromis sur nos principes. Ou bien, au contraire, est-ce que tu dois payer le prix au niveau politique, économique, matériel, temporel, autre, payer le prix pour garder fidélité à tes principes. Sans cela, vous ne comprenez pas comment le Machon Van Leer, à 2 pas d'ici, octroie toute une place invraisemblable, finance des livres, de publications, de Harkabi, de Eldad, que le journal de Maariv publie article sur article, que des découvertes de Yigal Yadin dans une caverne à 50 km d'ici fassent tellement comment dire, éveille tellement de joie chez le peuple. Ouais, on a découvert un papyrus avec les messages et les lettres de Bar Kokhba. Ça m'intéresse. Ça date de quand? Ça date de 1800 ans. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une histoire qui est vécue, pas comme une histoire, qui est vécue comme ta réalité propre. Est-ce que c'est pas au quotidien. Un problème identitaire en Europe, par exemple, avec les invasions, on peut dire, de migrants, on se sent plus perdre leur propre valeur. C'est un peu équivalent, si on parle de nos valeurs, on insiste. Si tu vis uniquement au présent, bien entendu, tu n'as pas de racines. Tu n'as pas, même dans un monde global, tu ne peux pas te passer de racines. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un journaliste juif américain du New York Times, qui n'est pas le journal le plus conservateur aux États-Unis. Il dit que la richesse doit être portée par un patrimoine. Il n'y a pas de peuple, de nation, de pays, de quelque chose qui est une société, je ne sais pas, économique. Une compagnie, Chevra Eskit. Une compagnie a but uniquement de faire des bénéfices. Non. Un peuple, une civilisation, ça a une culture qui est à portée éthique, spirituelle. Ça a un message. Ça a un message. Du moment que ce message est perdu, eh bien, naturellement, vous êtes envahi. Et c'est ce qui nous est enseigné par Yakim, c'est ce qui nous est dit par Bar Kokhba. Et c'est pour cela que jusqu'à nos jours, ils sont tellement célébrés et ils servent effectivement de source d'inspiration jusqu'à nos jours. On a vu ça un peu avec la révolte du ghetto de Varsovie. Ça peut dire pourquoi ça reste seulement dans la Toda, c'était perdu d'avance, mais le fait qu'ils se sont révoltés, juifs, on a fait ça. C'est ça. Ils ne savaient pas le faire. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément, il y a des centaines et des centaines, il y a des millions de juifs qui, ont quitté, se sont assimilés. 2 tiers, 3 quarts, selon cette institution, des Juifs d'Espagne sont restés en Espagne, soit sous forme de Anoussim, de Maran, soit sous aucune forme, etc. Soit véritablement ils sont devenus chrétiens, pas Anoussim. Il y en a environ 300 000 qui sont partis, mais on était beaucoup plus là-bas. Vous comprenez, sur les Juifs allemands du 19e siècle, eh bien, il y avait, jusqu'à l'apparition du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il n'y avait pas une synagogue orthodoxe en Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même un demi-million de Juifs. C'est pas mal. Vous comprenez? C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qui reste de ces Juifs? Il n'en reste pas beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme mémoire? Qu'est-ce qu'ont laissé comme mémoire les Juifs d'Alexandrie? Ils n'ont pas laissé beaucoup de mémoire. Qu'est-ce qu'ont laissé comme mémoire les Juifs de Babylone qui ne sont pas revenus
avec Ezra, Nehemiah, Zerubbabel, Yoshia, on ne sait pas. On ne sait pas. Les yeshivot de Sour Anahardea, c'est beaucoup plus tard. C'est déjà le second temple. Non, 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 je parle du premier temple. Qu'est-ce qui est resté des Juifs exilés en Babylone, en Chaldée, durant le premier temple? Ich weiß nicht. Gar nicht mit gar nicht. Ils n'ont pas laissé le message. Ils n'ont pas laissé, pardon? Il y a plein de Juifs, il y a plein de gens, ils se disent maintenant Juifs, ils Oui. se rappellent leur D'accord, c'est et donc, c'est peut-être, Et quand ils se disent juifs, chez qui, à qui ils s'adressent pour savoir, dites-moi comment est-ce qu'on fait quand on est juif, qu'est-ce qu'on fait? À qui ils s'adressent? Aux juifs, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas perdu leur code national, leur code génétique. Vous comprenez? C'est-à-dire, eux, ils se sont éparpillés, tout d'un coup, ils se réveillent. Comme en Espagne, comme aux États-Unis, les Hispaniques, comme en Pologne aujourd'hui, etc., etc., etc. Toutes des communautés, des Juifs auxquels leur grand-mère, sur leur, comment dire, sur leur chevet de mort, elle dit, tu sais, mon petit-fils, je suis juif. Vous comprenez? Mais bon, et effectivement, ceux qui ont tenu contre le courant, ceux qui ont été fidèles, eh bien, c'est eux qui restent en tant que phare, en tant que véritable guide, jalon pour tout. Assimilé. Il n'y a pas de musée sur Tiberius. Il n'y a pas de musée sur Tiberius, sur les légionnaires juifs. Il y a beaucoup de légionnaires juifs. Le chef d'état-major de Titus, c'était un juif. Il n'y a pas de musée en son nom. Personne ne veut faire de musée en son nom. Il n'y a pas de musée des capots. Vous comprenez? Il n'y a pas de musée bien commencé un peu. Il n'y a pas de musée de la section juive dans le peuple juif. Il n'y a pas de musée de Trotsky. Enfin, peut-être qu'il y a, mais il n'a pas été fait par des juifs et pas non plus par des Russes. Peut-être qu'en Mexique, je ne sais pas, à Mexico City, il y a un musée là où il a été assassiné par des coups. Vous comprenez? Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cela la fierté nationale. Ce n'est pas cela. Maintenant, il y a des musées, il n'y a effectivement pas de musée, tout un patrimoine, de Rabbi Akiva, voilà, toute la Mishnah, etc. Et on en parle, et chaque fois on se rappelle de la Rosh Hashanah et à Yom Kippour, etc. Eux, ils font partie de l'éternité. Les autres préféraient uniquement le présent. Et c'est pour cela que Bar Kokhba et sa révolte n'a pas perdu de sa pertinence jusqu'à nos jours. Top, zéro. Finalement, ce qu'il connaît, c'est essentiellement politique pour le jour. Il a trouvé cet argument intéressant.